Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré à la question des soutiens publics, des financements agricoles en Afrique et qui est donc organisé entre la Fondation Farm, Academia 2063 et Atlas. Donc merci à toutes et tous de vous être connectés. Donc moi je suis Mathieu Brun, je suis le directeur scientifique de la Fondation Farm, qui est la fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, qui est un think tank basé en France et qui travaille sur les enjeux de développement agricole dans les pays, dans le sud global. Avant d'entrer dans le programme et les présentations, je voudrais rappeler rapidement pourquoi nous avons souhaité organiser ce webinaire. Depuis 2018 maintenant, la Fondation travaille sur un observatoire mondial des soutiens publics à l'agriculture et un observatoire des politiques agricoles qui permet de documenter les niveaux, la composition, mais aussi les déséquilibres en termes de soutien public à l'agriculture, en consolidant plusieurs sources internationales de référence. Mais ces travaux de l'Observatoire nous conduisent aussi à une question qui est beaucoup plus large, et c'est la raison pour laquelle on est très heureux d'organiser avec Academia 2063 et Atlas ces discussions aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir combien les États consacrent à l'agriculture, mais aussi comment ces ressources sont orientées, avec quel effet, avec quel impact, comment elles peuvent accompagner aussi les transitions agricoles et agroalimentaires. Mais surtout, ces questions-là, elles se posent dans un contexte qui est particulièrement contraint pour les pays africains, pour les finances publiques des pays africains, avec un resserrement très important des marges budgétaires, un poids croissant du service de la dette et bien sûr un contexte aussi de recul de certaines formes d'aide internationale, sans oublier les enjeux climatiques et les fortes pressions géopolitiques. Donc ce sont toutes ces questions-là qu'on va essayer d'embrasser aujourd'hui. C'est vraiment dans ce contexte-là qu'on veut se poser la question de les arbitrages publics en matière d'investissement dans l'agriculture, mais aussi les apports des financeurs privés qui sont bien sûr contraints par ces urgences climatiques, ces urgences sociales, les enjeux de sécurité alimentaire et bien sûr d'investissement de long terme dans la transition des systèmes agricoles, dans leur développement dans les pays africains. Le sujet, il s'inscrit aussi dans un agenda continental qui est renouvelé avec la déclaration de Kampala et le plan d'action 2026-2035 du PDDAA, dont on parlera aujourd'hui. Eh bien, cet agenda, il nous invite à repenser la manière dont sont transformés les systèmes agroalimentaires qui intègrent à la fois les dimensions de production, de nutrition, d'emploi, bien sûr de climat, de commerce, avec un enjeu clé dans la gouvernance et le financement, c'est celui de la donnée, de l'utilisation de la donnée. Donc cette problématique qu'on va traiter aujourd'hui, elle peut se rassembler finalement sous une seule forme. Comment est-ce qu'on préserve, comment est-ce qu'on finance les transitions agricoles pour qu'elles soient durables dans un contexte où on a un resserrement budgétaire, alors même que ces transitions sont absolument essentielles. L'objectif de cette rencontre, c'est de croiser trois regards complémentaires d'experts, ceux de la Fondation Farm, d'Academia 2063 et d'Atlas, pour les faire discuter ensuite au cours d'une table ronde avec des praticiens, avec des spécialistes, avec des experts du quotidien des politiques agricoles. Et puis nous aurons une conclusion rapide à la fin. Merci pour votre mobilisation. Je vous précise encore une fois que vous pouvez suivre ce webinaire en français ou en anglais. Vous avez en bas de votre écran un petit rond avec trois petits points qui s'appelle plus, dans lequel vous pouvez choisir l'interprétation en français ou en anglais. Il y a aussi dans ce petit plus un chat avec des questions-réponses sur lequel vous pourrez bien évidemment nous envoyer vos remarques, vos réflexions, vos questions, que ce soit en français ou en anglais. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez, chers panélistes, y répondre dès maintenant ou on y répondra dans la dernière phase. Donc ce webinaire va être partagé en deux temps. On va d'abord écouter nos experts dans un premier temps, qui vont délivrer donc des présentations, et ensuite on aura un format de table ronde. Donc je vais tout de suite, et pour commencer, donner la parole à mon collègue
Abdul Fattah Tabsoba, qui est responsable de projet à la Fondation Farm et qui, depuis 2018, porte l'Observatoire des soutiens publics à l'agriculture, qu'il va rapidement vous présenter pour en arriver aux conclusions et aux grands enjeux. Bien sûr, Abdul va présenter les grands enseignements, en quoi cet outil peut contribuer aux discussions sur les soutiens publics et éclairer les débats sur l'orientation des politiques agricoles. Donc cette session est enregistrée, vous y aurez accès ensuite sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas ensuite bien sûr à partager l'information le plus largement. Abdul, je te laisse partager ton écran et je te laisse la parole pour un peu moins de 10 minutes de présentation des grandes conclusions de l'Observatoire des soutiens publics à l'agriculture. Merci Mathieu pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour ce webinaire. Je vais vous présenter brièvement l'Observatoire mondial des soutiens publics à l'agriculture et à l'alimentation, ainsi que quelques-uns de ses grands enseignements. Dès sa création en 2018, l'Observatoire FARM a été pensé comme un outil d'aide à la décision pour rendre les soutiens publics agricoles plus lisibles, plus comparables et mobilisables pour les décideurs publics, mais aussi pour l'ensemble des acteurs qui façonnent les systèmes agricoles et alimentaires. Alors, on peut se poser la question de pourquoi un observatoire? On sait que l'agriculture et l'alimentation aujourd'hui sont au cœur des objectifs de développement durable et contribuent à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté, à la préservation des ressources, à l'adaptation au changement climatique. Pourtant, malgré le rôle essentiel de ces deux secteurs-là, euh, les soutiens qui sont mobilisés pour accompagner l'agriculture sont parfois difficilement lisibles, euh, parfois difficilement comparables et également parfois insuffisamment orientés vers les transitions agricoles. Donc, c'est cette motivation qui nous a conduit à se dire si l'agriculture et l'alimentation sont essentielles pour les ODD, comment s'assurer que les soutiens publics mobilisés sont lisibles, suffisants et réellement orientés vers les objectifs qu'ils poursuivent. Et la démarche derrière l'observatoire repose principalement sur quatre piliers. La mobilisation de sources et de données d'institutions reconnues. Et ces données-là sont consolidées dans un cadre commun pour donner une lecture transversale à l'ensemble de ces données-là sur un très large échantillon, articulé autour de plusieurs indicateurs, avec un objectif derrière, c'est l'appropriation, c'est-à-dire s'assurer en fait que les décideurs publics utilisent ces outils-là et que ça les aide en fait dans leur production des politiques agricoles au regard des objectifs de développement. Aujourd'hui, l'Observatoire couvre 93 pays qui représentent plus de 90% de la valeur de la production agricole mondiale. Concrètement, l'observatoire est un outil en fait qui permet de lire les soutiens sous plusieurs angles. Donc, une cartographie qui permet de présenter le paysage mondial du soutien à l'agriculture par pays. Aussi, la possibilité de comparer ces soutiens-là entre pays et régions et même groupes de revenus, groupes spéciaux. Et aussi, la décomposition du soutien qui permet de rentrer dans la structure des différents types de soutien qui sont mobilisés par les décideurs. Euh, Au-delà de ça, la grande évolution récente de l'Observatoire aujourd'hui, ce sont ces profils pays. Avec ces profils pays, nous passons d'une lecture globale à une lecture plus contextualisée, l'objectif étant de rendre la donnée beaucoup plus accessible, plus contextualisée et plus utile à la décision publique. Donc, les profils pays, en fait, permettent d'avoir un diagnostic rapide et donc facilite la prise de décision. Concrètement, si on prend l'exemple d'un pays comme l'Éthiopie, un profil pays commence par cadrer le contexte national, donc il permet de situer le pays dans sa région, dans son niveau de revenu. Elle permet aussi de relier le soutien public aux caractéristiques structurelles du secteur agricole.
Au-delà de ça, le soutien public permet de rentrer dans la structure même des soutiens en permettant d'identifier la part de dépenses publiques ou budgétaires qui est consacrée au soutien et la part des mesures complémentaires telles que les mécanismes de soutien des prix agricoles. Et au-delà de ça, la décomposition même de la dépense publique agricole permet d'ouvrir la boîte noire un peu des budgets en permettant de savoir quelle part va aux producteurs, quelle part va aux consommateurs, quelles parts sont dédiées à des services collectifs tels que les infrastructures, la recherche, l'innovation, etc. Les profils pays eux, ne s'arrêtent pas là, ils permettent également de lire les trajectoires des soutiens, de descendre au niveau des produits, notamment avec le soutien des prix de marché par produit. Il permet aussi de relier l'ensemble de ces informations au commerce agricole, à à la productivité et à la sécurité alimentaire. Donc, ça, c'est globalement l'observatoire. Vous pouvez plus le découvrir en détail en allant sur le site web de la Fondation. Il y est accessible. J'en viens maintenant à quelques grands enseignements issus de l'observatoire. Le premier étant la forte concentration des dépenses publiques de soutien à l'agriculture et à l'alimentation dans quelques grandes régions. Sur la moyenne des 3 dernières années disponibles, elle dépasse 542 milliards de dollars USD. Et je dirais pas malheureusement, mais près de 90% en fait de ce montant se concentre que dans quatre principales grandes régions que sont l'Asie de l'Est, notamment avec la Chine, l'Amérique du Nord avec les États-Unis, l'Asie du Sud avec l'Inde et l'Europe de l'Ouest qui est constituée principalement du bloc de l'Union européenne. Il faut toutefois pouvoir aller au-delà en fait des montants absolus parce que les grands pays dominent mécaniquement les volumes et c'est pourquoi il est utile de rapporter en fait ces montants à la valeur de la production agricole mondiale, à la valeur de la production agricole. Et au niveau mondial, cela représente près de 14% de la valeur de la production agricole mondiale et l'effort relatif est assez varié comme le présente ce panorama. Il va de 25% en Asie du Sud à 24% en Amérique du Nord, 2% en Asie du Sud, en Amérique du Sud, 8% en Afrique subsaharienne. Un autre enseignement de l'Observatoire est que les pays ne soutiennent pas l'agriculture de la même manière. Certains privilégient les transferts privés, c'est-à-dire les aides directes aux producteurs ou à la consommation sous forme de subventions et d'autres mécanismes qui bénéficient individuellement aux agriculteurs, d'autres ou aux consommateurs, d'autres privilégient le financement des services collectifs. Quand on regarde spécifiquement, on voit que l'Afrique subsaharienne en particulier, en bleu sur ce graphique-là, a une configuration particulière, beaucoup concentrée sur les services collectifs. Ces services peuvent être structurants parce qu'ils produisent ils servent à financer des infrastructures telles que l'irrigation, le stockage, la recherche, la formation, mais il est intéressant d'aller plus finement dans l'analyse de ce service collectif-là. Et quand on rentre dans ce détail, on se rend parfois compte que la majeure partie de ces services collectifs-là sont orientés sur des dépenses de développement plural et de développement rural plus large. Qui sont certes utiles parce que la majorité des agriculteurs et des agriculteurs sont ruraux, mais parfois ces dépenses-là ne sont pas spécifiquement agricoles. Donc ici, l'enjeu aussi, au-delà des volumes, c'est que il faut aussi tenir compte du contenu du soutien, son ciblage et aussi déterminante dans sa capacité justement à poursuivre les objectifs adossés à l'agriculture. Et également, quand on parle en général de soutien à l'agriculture, une question revient souvent, à savoir à partir de quand peut-on estimer qu'un soutien est suffisant ou insuffisant? Euh,
On conviendra qu'il n'existe pas de seuil universel parce que tout dépend bien sûr des besoins de chaque pays, de la structure de l'agriculture de chaque pays, des contraintes budgétaires et même des objectifs que chaque pays a décidé en la matière. Mais l'indice d'orientation agricole, qui est un indicateur développé par la FAO, peut apporter un élément de réponse global à cette question. Cet indice-là, il compare la part de l'agriculture dans les dépenses publiques à sa contribution au PIB. Donc, pour dire ça autrement, il s'agit de savoir est-ce que l'agriculture reçoit une part du budget au moins équivalente à son poids dans l'économie. Et quand cet indice il est inférieur à 1, ça veut dire que l'agriculture reçoit une part du budget inférieure à son poids économique. Euh, on peut convenir effectivement que cet indicateur-là, comment dirais-je ça, n'est pas une preuve définitive de sous-investissement ou d'investissement suffisant, mais quand même, il permet de donner un signal en matière d'effort budgétaire au regard de l'agriculture. Et dans plusieurs pays et africains, notamment en Afrique subsaharienne, ce signal peut être considéré comme préoccupant dans la mesure où l'agriculture reste centrale pour les enjeux qu'on a énumérés, la sécurité alimentaire, l'emploi, la préservation des ressources. Pourtant, l'indice d'orientation agricole, quand on regarde les graphiques à droite ou les graphiques en bas, et notamment quand on compare sur les deux grandes périodes politiques récentes, je fais référence à la période Maputo et à la période Malabo, euh, on observe quand même un recul assez marqué, ce qui pourrait suggérer que malgré les grands engagements continentaux et malgré l'ampleur des défis à venir, la priorité budgétaire accordée à l'agriculture ne s'est pas toujours renforcée et quand on voit que le bleu constitue la période Maputo et l'orange, je vois plus. Voilà, le bleu constitue la période Maputo et que l'orange constitue la période Malabo. On voit que sur un certain nombre de pays, il y a un recul assez marqué. Et au-delà de cette considération du niveau suffisant ou insuffisant de l'agriculture, dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne aussi, l'aide publique au développement finance encore une part significative des budgets agricoles. Cette contribution-là peut soutenir certes des investissements structurants, mais elle crée aussi une forme de vulnérabilité, notamment avec le contexte actuel de contraction de cette aide internationale. Et pour lire aussi cet enjeu sur les questions de soutien, il est important de replacer le soutien à l'agriculture dans son environnement de politique macroéconomique, parce que tous ces renvois-là aussi et ces constats renvoient à une question d'arbitrage budgétaire, parce que les États qui dépendent le plus de l'agriculture sont celles qui ont souvent le moins de moyens et de marge de manœuvre en matière de soutien. Et cela s'inscrit dans un contexte d'urgence sectorielle constat qui conduit à des arbitrages, donc des arbitrages intersectoriels, quoi soutenir en priorité entre les enjeux urgents de santé, d'éducation, d'infrastructures généraux, mais aussi les contraintes de dette publique. Euh, au niveau intrasectoriel, il y a également ce besoin d'arbitrage constant qui soutenir vers quoi orienter les soutiens, vers la production, vers le consommateur urbain ou investir justement dans les services collectifs ou même dans la résilience
climatique. Donc, dans ce contexte très contraint, bah, cette question-là peut émerger et c'est la question qui nous a motivés aujourd'hui à ce webinaire-là. Que faut-il préserver en termes de soutien? Que faut-il réorienter? Comment compléter ou quoi compléter pour financer les transitions agricoles? Et j'espère que la suite de la discussion avec nos partenaires Academia 2063, Atlas et les intervenants de la table ronde nous permettra d'avoir plus d'éclairage sur ces questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Abdul pour cette présentation. Tu as d'ores et déjà quelques questions dans le chat auxquelles tu vas peut-être pouvoir répondre sur l'observatoire. Moi, ce que je retiens de ta présentation, c'est peut-être quatre points clés. Le premier, c'est que cet observatoire qui est public, gratuit, toutes les données sont téléchargeables, accessibles sur le site de la Fondation Farm pour répondre à une partie des questions. Eh bien, son objectif, c'est de rendre visibles des choix publics, donc de pouvoir cartographier, comparer, décomposer aussi les soutiens entre les différentes formes de dépenses, qu'elles soient vers les consommateurs, vers les producteurs, vers les services collectifs. Le deuxième élément que je note, et j'en suis sûr que ça donnera l'occasion à nos autres intervenants de réagir, c'est cet effort budgétaire qui est très contrasté d'un pays à l'autre, et y compris quand on compare l'Afrique subsaharienne au reste du monde, hein, qui investit cette Afrique subsaharienne proportionnellement moins que les régions qui sont dans lesquelles l'agriculture est les plus soutenues. Des dépenses enfin qui sont ensuite, pardon, des dépenses qui sont orientées principalement vers les services collectifs, hein, plus de 80% des dépenses. Alors, ces dépenses vers les services collectifs, elles sont extrêmement importantes, elles sont essentielles, mais elles sont insuffisantes pour pouvoir booster la productivité agricole. Je dirais aussi qu'on a enfin des formes d'arbitrage et de vulnérabilité sur lesquelles on reviendra dans la suite de la discussion, avec la question de la dépendance à l'aide publique au développement, la concurrence avec d'autres secteurs, et puis la nécessité de mieux cibler les dépenses pour les transitions et les transformations des systèmes agricoles. Je propose maintenant de poursuivre en donnant la parole à Mamadou Tankari, qui est économiste, qui est directeur adjoint et responsable de l'unité modélisation politique au sein d'Academia 2063. Son intervention permettra de replacer les enjeux qui ont été brossés déjà par mon collègue Abdul dans le cadre de l'agenda de Kampala, des besoins de données également, de planification et d'aide à la décision pour accompagner la transformation des systèmes agroalimentaires africains. Mamadou, je vous laisse partager votre écran et prendre la suite d'Abdul, pareil, pour un petit peu moins de 10 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une réflexion qui porte sur la mise en œuvre du PDDA de Kampala. On voudrait savoir, donc ma réflexion va porter sur comment orienter les investissements grâce aux données probantes. L'ambition a vraiment évolué depuis Maputo à Kampala. Donc, on est vraiment passé du tout sur l'agriculture, investir davantage dans l'agriculture, à une agriculture plus inclusive. Lors de la déclaration de Malabo, qui prend en compte également d'autres dimensions très importantes telles que la nutrition, la résilience. Et aujourd'hui, on est au niveau de la déclaration de Kampala, qui se focalise plus sur la transformation des systèmes agroalimentaires. En termes d'objectifs ou bien d'engagement, ici, on s'intéresse non seulement à la production, mais aussi à l'agro-industrialisation. Comment investir davantage, que ce soit au niveau du financement public ou privé, comment assurer la sécurité alimentaire avec des cibles bien définies, créer plus d'emplois pour des groupes vulnérables, accroître la résilience, mais aussi améliorer la gouvernance. Cependant, cette ambition plus large pose naturellement un défi. Ce qu'on constate, les besoins d'investissement augmentent alors que les ressources publiques demeurent limitées. En général, beaucoup de pays n'atteignent pas le seuil de 10%, qui est la référence, donc 10% des dépenses publiques consacrées à l'agriculture. Dans ce contexte, il y a une question naturelle qu'on doit se poser. Comment investir plus efficacement afin donc de maximiser les résultats obtenus avec chaque dollar ou bien chaque unité d'investissement effectuée dans nos différents pays.
La question qui se pose, ou bien des questions essentielles qu'on se pose, c'est dans quel secteur il faut investir. Est-ce que nous devons investir plus dans la production agricole, l'élevage, investir dans l'agro-industrie, la nutrition, mais également quel instrument nous devons privilégier. Est-ce que nous devons nous focaliser plus sur la recherche, l'innovation, l'irrigation, investir plus dans l'infrastructure ou bien les conseils agricoles? Parce que toutes ces interventions produisent des effets différents, donc sur la croissance, l'emploi, la pauvreté, la sécurité alimentaire, ou bien même la résilience climatique fait partie des engagements de Kampala. Donc, pour nous, l'objectif est vraiment d'identifier les combinaisons, ou bien la combinaison des secteurs instruments qui génèrent le plus d'impact. Donc, ça, c'est un élément essentiel. Donc, précisément, c'est là où les analyses quantitatives deviennent essentielles. Il ne s'agit pas en fait de choisir les bons investissements, c'est un élément important aussi à mentionner, mais aussi de s'assurer que ces investissements publics travaillent dans la même direction. Donc, pour me résumer, nous devons savoir où orienter les investissements, quels leviers mobiliser et surtout s'assurer de la cohérence. Est-ce que ces politiques travaillent dans la même direction? Et aussi s'assurer qu'elles ne se contredisent pas. Donc, ça, c'est des éléments essentiels à retenir. Donc, dans cette perspective, Academia accompagne les pays en fournissant 3 éléments complémentaires. Bien, parmi les soutiens qu'on apporte aux pays, il y a les données et des analyses. Également, on les met à leur disposition des outils d'aide à la décision. Il y a également un appui aux politiques publiques, donc qu'on essaie d'apporter au pays. Notre objectif, c'est vraiment d'aider le gouvernement à prioriser les investissements, donc prendre les décisions fondées sur des données probantes, suivre les progrès du PDDA et accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires. Je vais vous présenter un exemple appliqué au Togo. C'est une analyse ou des analyses qu'on a effectuées qui permettent d'estimer les effets potentiels des dépenses publiques selon les sous-secteurs du système agroalimentaire et les types d'investissements. Donc, nous avons constaté que certains investissements ont un impact beaucoup plus important si on prend l'objectif, qui est l'objectif de réduction de la pauvreté. Ils ont un impact plus important que d'autres. Donc, ce type d'analyse, elle aide les décideurs à arbitrer entre plusieurs options et à concentrer les ressources là où elles auront le plus d'effet. L'objectif, en fait, n'est pas de remplacer la décision politique, mais de l'éclairer par des éléments objectifs. Donc, nous voudrons éclairer la prise de décision, la décision politique, par des éléments objectifs. C'est dans ce cadre qu'on effectue ce genre d'analyse diagnostique. Au-delà des diagnostics, nous développons également des outils interactifs d'aide à la décision. Ces outils permettent aux décideurs de simuler différents scénarios de politique d'investissement. Ça, c'est un outil que nous avons développé, l'outil d'aide à la décision du PDDA. Il permet aux décideurs, s'ils se fixent un objectif de réduction de la pauvreté, de création de l'emploi, quel est l'effort budgétaire nécessaire et aussi quelle est la croissance sectorielle ou bien le progrès technique nécessaire au niveau des différents secteurs pour vraiment atteindre ces objectifs. Et aussi, il leur permet de savoir si ces objectifs sont réalistes sur les 10 prochaines années, les 20 prochaines années ou bien les 30 prochaines années. Donc, c'est vraiment un outil qui facilite l'évaluation des compromis entre plusieurs objectifs, que ce soit la croissance, l'emploi, la pauvreté, la nutrition ou la résilience. Donc, actuellement, on est en train de le déployer dans plusieurs pays. On a eu à faire un renforcement de capacité au Kenya par rapport à l'utilisation de cet outil qui permet en fait d'utiliser les résultats de la recherche de la prise de décision. Une deuxième illustration d'outil d'aide à la décision porte sur l'analyse au-delà des analyses des investissements que nous effectuons, nous accompagnons également les pays dans l'amélioration de la cohérence de leur politique. Ça, c'est un élément essentiel, surtout avec la déclaration de Kampala, où on a plusieurs objectifs qui portent sur plusieurs secteurs ou bien attendus de plusieurs secteurs. Puisque la transformation des systèmes agroalimentaires mobilise plusieurs secteurs. On a l'agriculture, la nutrition, la santé, l'environnement, le commerce ou bien la protection sociale. Et si ces politiques ne sont pas alignées, elles peuvent se contredire, réduire, et cela peut réduire leur efficacité ou faire perdre des opportunités importantes.
Donc, c'est pour répondre à ce défi, Academia, en partenariat avec GAIN, a développé un outil de diagnostic de la cohérence des politiques des systèmes alimentaires. Donc, c'est un outil qui permet d'évaluer, d'une part, si les mécanismes de coordination entre les secteurs existent, et aussi, d'autre part, si les différentes politiques créent des synergies ou au contraire, elles créent des contradictions par rapport aux grands objectifs de transformation des systèmes agroalimentaires. Ici, l'objectif pour nous est de fournir au gouvernement des recommandations concrètes pour mieux aligner leurs politiques. C'est un outil qui est disponible. Il y a le toolkit qui est disponible en ligne qu'on peut télécharger. Et récemment, nous avons également publié une évaluation bien, que nous avons faite dans 6 pays africains et 4 pays d'Asie. Donc, c'est un article que nous venons de publier qui porte sur la mise en œuvre de cet outil dans 10 pays au monde, 6 africains et 6 pays asiatiques. L'article aussi est en accès libre. Vous pouvez le télécharger pour voir un peu le contenu. Pour conclure, je voudrais laisser 4 messages, hein. Premièrement, Kampala marque le passage d'une approche centrée sur l'agriculture à une approche centrée sur les systèmes agroalimentaires. Deuxièmement, face à des ressources limitées, nous pouvons dire que le véritable défi est d'investir mieux. Comment investir mieux? Ça, c'est vraiment un défi. Pour cela, nous pensons que l'une des solutions pour remédier à cela, il nous faudrait des décisions fondées sur des données probantes, des analyses solides et des outils d'aide à la décision, comme ceux que je viens de vous présenter. Et enfin, s'assurer de la cohérence des politiques. Donc, la cohérence des politiques reste un élément transversal qui est indispensable si vraiment nous voulons maximiser l'impact des investissements. Donc, je vous remercie pour votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Mamadou, pour cette présentation et pour les exemples qui ont été donnés, qui permettent vraiment d'illustrer nos propos. Je retiens que cette intervention, elle montre vraiment l'importance de relier les engagements continentaux aux capacités concrètes de planification, de suivi et de décision au niveau des États. Alors, vous aviez déjà fait une synthèse de votre intervention, mais moi, je retiens quatre points clés. D'abord, c'est l'ambition de Kampala, hein, de passer d'une logique de croissance agricole à une transformation complète des systèmes agroalimentaires. Et les exemples que vous avez donnés le montrent bien. Un enjeu sur les ressources. Les objectifs augmentent, mais les budgets publics restent contraints, malgré le seuil des 10%. Un élément important dont on discutera ensuite, c'est la dimension de investir mieux, hein, cibler les investissements, production, nutrition, agro-industrie, innovation, irrigation, etc., pour vraiment maximiser l'impact de la dépense publique. Et puis, et c'est aussi votre valeur ajoutée en tant que think tank et le nôtre et les nôtres avec Atlas et la Fondation Farm, ce sont des décisions qui sont fondées sur les données, avec des outils, des diagnostics, des analyses pour prioriser, pour suivre et puis pour coordonner les politiques agricoles. Sans attendre, je vais donner la parole à Augustin Grand-Georges, qui est responsable des initiatives de développement au Forum sur la paix et notamment de l'initiative Atlas. Augustin va justement répondre à une des questions qui nous a été posée dans le chat, celle de Jacques Pierre, je crois, qui posait la question des dynamiques de financement privé. Et donc, Augustin va parler de ce sujet à partir du baromètre des travaux que Atlas conduit avec le baromètre des financements agricoles et donc quelques enseignements qui nous permettront de poursuivre la discussion ensuite en format table ronde. Augustin, pareil, tu as un peu moins de 10 minutes. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Je vais essayer d'être rapide puisque beaucoup a déjà été dit par Abdoul et Mahamadou et sans doute que ce que je vais dire fera écho. Peut-être d'abord un tout petit mot pour dire ce qu'est le Forum de Paris sur la paix. C'est une organisation, c'est une association qui a été créée en 2018 et qui est une organisation internationale un petit peu hybride qui a été créée pour donner un renouveau au multilatéralisme. C'est à la fois un grand événement qui a lieu en novembre chaque année à Paris et
une plateforme qui est financée et gouvernée à la fois par des États, des organisations internationales, mais aussi des grandes philanthropies, des grandes associations, des universités, des organisations du secteur privé également. Et donc, ça fait du forum une place neutre où sont discutés des grands enjeux et liés à la gouvernance globale. Et en utilisant notre événement de novembre chaque année, nous essayons de faire avancer quelques sujets précis qui nous semblent importants pour les enjeux globaux qui sont trop peu traités ailleurs. C'est le cas du financement de l'agriculture africaine, qui, comme chacun le sait ici, est un enjeu absolument central au moins des 20 ou 30 années qui viennent. Pas seulement pour le continent africain, mais pour le reste du monde. Et donc, l'initiative Atlas, elle a été créée il y a 2 ans comme une coalition internationale, aujourd'hui qui réunit plus de 50 organisations de tous les secteurs, comme une plateforme, un espace de dialogue, pour créer des partenariats, pour créer de la confiance au plus haut niveau possible. Et un des outils que l'on a développé, c'est effectivement ce baromètre de l'investissement dont je vais vous présenter quelques données de la deuxième édition. C'est seulement la deuxième année que nous faisons ça. Euh, et vous devriez donc maintenant voir mon écran assez rapidement. D'abord pour vous présenter le paysage général euh, avec en gros ce qui s'est passé. Ce que nous faisons avec le baromètre, c'est que nous agrégeons toutes les données publiques, privées, philanthropiques qui sont disponibles. Alors évidemment, tout n'est pas disponible. Beaucoup de données ne sont pas accessibles, mais nous essayons de faire ce travail pour faire un outil d'aide à la décision. On n'est évidemment pas aussi précis que ce que fait le baromètre, enfin l'observatoire, pardon, de Farm sur les données publiques, mais nous essayons de donner un outil d'aide à la décision pour les leaders politiques, pour les dirigeants d'entreprise, pour les leaders d'associations, pour les philanthropes, euh, et pour aussi publiciser ce sujet et aider notamment les médias à s'emparer de ce sujet. Ce que l'on voit très rapidement depuis 2019, où nous avons pu agréger les premières données, c'est une augmentation totale de l'investissement. C'est ce qu'on voit ici, de environ 41 à 48 milliards de dollars. La bonne nouvelle, c'est que c'est l'investissement dans l'agriculture, les systèmes agroalimentaires africains grandit plus vite que l'investissement dans le reste des secteurs dans le continent africain. 2024, ce sont les dernières données agrégées dont nous avons la disponibilité, mais j'y reviendrai. À ce rythme, on devrait atteindre environ 58 milliards de dollars investis dans l'agriculture africaine en 2030. On est évidemment encore loin des besoins de financement qui sont estimés par la Banque mondiale à environ 100 à 200 milliards par an de dollars dans les systèmes agroalimentaires africains. Et si on compare, c'est la partie droite de cette slide, avec d'autres grandes régions ou d'autres grands pays dans le monde euh, où les systèmes agroalimentaires sont une partie importante du développement économique et sont un petit peu sa base en quelque sorte. On voit que dans d'autres régions comme en Asie du Sud ou en Inde, les investissements totaux qui sont dirigés vers les systèmes alimentaires sont plus proches de 10 à 12% que sur le continent africain où on est encore autour de 3%. Maintenant, si on découpe par source de financement, euh, vous, Abdoul a déjà dit quelques mots du financement du développement. Là, ici, on agrège l'aide publique au développement et l'investissement, le développement philanthropique. Euh, Ce sont des financements qui avaient augmenté jusqu'en 2005, euh, jusqu'à 9 milliards en 24, très préoccupante dans un système où environ 20% des investissements sont dépendants de dons ou de prêts concessionnels, avec évidemment un effet de levier très important pour ces financements. Si on regarde maintenant l'investissement privé, ce qui est très préoccupant, et c'est sans doute les données les plus importantes de notre baromètre, c'est qu'ils ont diminué depuis 2019, passant d'environ 23 milliards à 22 milliards, donc faible décrue, mais qui n'annonce rien de bon pour les années qui viennent.
évidemment, les financements publics, Abdoul en a dit un mot, toujours très difficile à mobiliser. Et en 2024, aucun pays, il me semble, n'a été en ligne avec les objectifs du CADEP. Donc là aussi, vous avez, et on pourra circuler ces slides, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais à droite, les éléments de comparaison avec d'autres régions. Maintenant, si vous regardez par pays et en essayant d'agréger à gauche tous les investissements et ensuite de découper par source de financement. Le grand message, c'est la concentration des flux, avec les 10 pays qui concentrent le plus d'investissements, qui concentrent 60% du total, à la fois 60% du total des investissements, toutes sources confondues, 60% des investissements publics, 60% des investissements de développement et jusqu'à 75% des investissements privés. Et vous avez par exemple à droite ici le Maroc et le Libéria en termes d'investissement privé qui sont deux cas assez particuliers avec des écosystèmes privés très importants, des ressources très fortes aussi qui permettent cela. Ce qu'on voit, c'est que l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest concentrent le plus les investissements, alors même que des autres régions ont en fait des taux d'emploi liés à l'agriculture, des taux de revenus dans l'économie parfois plus importants que ces zones-là. Et donc, ça veut évidemment pas dire que les investissements devraient baisser en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, mais qu'ils devraient vraiment considérablement augmenter dans les autres zones du continent. Sur cette slide-là, on présente à peu près les mêmes données, mais sous une autre forme. Vous voyez à nouveau le sujet de la concentration avec près de 60%. On le voit depuis 2019 et ça n'a pas beaucoup évolué. Des investissements, des financements qui sont concentrés dans deux grandes zones, le nord et l'ouest du continent. Et à droite, les pays qui concentrent le plus. Donc en fait, vous voyez 4 pays, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et le Libéria, qui sont particulièrement dotés par rapport aux autres pays du continent. Et vous voyez en jaune et en jaune plus foncé en haut des graphiques, les zones qui sont les moins dotées, l'Afrique centrale et l'Afrique, le sud l'Afrique du Sud. Je vais pas du tout développer cette slide-là, mais c'est une des choses nouvelles qu'apporte le baromètre cette année. C'est un mapping de l'écosystème privé de chacun des pays. Alors, pour l'instant, on se concentre sur les 9 pays les plus attractifs en termes d'investissement, mais c'est quelque chose qu'on va développer dans les prochaines éditions et qui peut être utile à la fois pour les dirigeants privés, pour les leaders publics et pour tous ceux qui s'y intéressent, d'avoir ce mapping de plus en plus précis avec des données sur chacune des entreprises dans chaque pays pour montrer leur attractivité, essayer de comprendre les raisons de l'attractivité pour les investissements privés. Je vais aller très vite et donner juste quelques informations supplémentaires sur le panorama général de ce qui détermine l'investissement. 3 grandes tendances. D'abord, on en a déjà un petit peu parlé à gauche, la fragmentation du champ du financement du développement, avec les 40 milliards de coupes au niveau mondial, et je vais y revenir dans un instant, qui affecte particulièrement le continent africain. À droite, l'augmentation des risques climatiques qui augmente plus fort que l'adaptation, et donc ce sujet qui va être de plus en plus prégnant. Et le fait que 5% environ des besoins d'adaptation vont toucher le secteur agricole sur le continent africain. Et au centre, la crise au Moyen-Orient, qui pas une crise du prix, mais une crise des intrants. Et je vais en dire un tout petit mot très rapidement. Une rapide slide sur les coupes de l'aide publique au développement. Des coupes de environ moins 18% entre 2024 et 2027, c'est-à-dire le total au niveau mondial passant de 215 à 175 milliards de dollars. Dans ces 215 milliards de dollars, 17% de l'aide publique au développement allait au continent africain. En 2024, c'est environ 36 milliards. Et donc, on devrait passer sous la barre, si on suit la tendance, des 30 milliards d'aide publique au développement alloués au continent africain en 2027. Et plus que partout ailleurs, cette dynamique va toucher l'agriculture, puisque, comme je le disais, 20% des investissements agricoles sont dépendants de l'aide publique au développement et des financements philanthropiques sur le continent africain. Maintenant,
quelques éléments très rapides, puisque c'est un élément sur lequel nous avons beaucoup travaillé au Forum de Paris sur la paix ces derniers mois et qui affecte beaucoup les dynamiques de financement. Les conséquences financières de la crise d'Ormuz, qui en fait n'est pas finie malgré l'entrée-ouverture. D'abord, les vulnérabilités révélées. 70% des besoins d'engrais étaient importés, dont 30% venaient du Golfe Persique. Ça touche à la fois les engrais azotés et les engrais phosphatés, pour plusieurs raisons, avec différents canaux, mais je ne rentre pas dans les détails. Certains pays étaient particulièrement vulnérables, vous le voyez à gauche. Certains pays, par exemple, comme le Kenya ou l'Afrique du Sud, qui sourçaient jusqu'à 40% de leurs fertilisants au Moyen-Orient et dans les pays en particulier du Golfe Persique. Vous voyez, à droite, le lien entre prix de l'énergie et prix des engrais. Donc, ce que ça montre, c'est la dépendance très forte de l'agriculture et notamment de l'agriculture africaine aux hydrocarbures, en particulier le gaz et le pétrole. Ce que vous voyez ici, c'est le lien entre prix de l'énergie et prix alimentaire avec une comparaison que vous voyez ici avec 2022, c'est ce que vous voyez au centre, et à droite, ce qui s'est passé avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Évidemment, ce qu'on a bien compris, ce qui a été beaucoup dit, c'est que ça n'est pas pour l'instant une crise des prix alimentaires, mais d'abord une crise de la disponibilité et donc du prix des engrais. Les conséquences les plus lourdes sont à venir dans les 6 à 9 mois, avec évidemment un impact sur les récoltes des engrais qui n'ont pas forcément été appliqués. La lente réouverture du détroit ne va pas résoudre ça de manière immédiate. Et aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les infrastructures de gaz et de production d'engrais des pays du Golfe sont affectées. Donc le problème va certainement durer, ce qui va poser un certain nombre de questions dans les années à venir et peut-être qu'on en discutera. Je termine le fait que pour les pays africains et notamment les pays d'Afrique de l'Est, cette crise a beaucoup touché leurs revenus d'exportation, notamment d'exportation de viande et de bétail. Puisque certains pays d'Afrique de l'Est exportaient énormément vers les pays du Golfe eux-mêmes. Et donc, c'est une situation qui a créé un effet ciseau pour les fermiers africains, avec une baisse de leurs revenus et une augmentation de leurs coûts. Donc voilà, je suis désolé de finir sur une note qui n'est pas très positive, mais j'imagine que nous aurons d'autres motifs de réjouissance pour les perspectives à venir dans les discussions qui viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Augustin pour ce panorama et je vous invite vraiment toutes et tous à aller consulter les données, les analyses du Forum de Paris sur la paix avec ce baromètre qui est très intéressant. Moi, je retiens 3 points importants, hein. Une note positive quand même, c'est la croissance des investissements agricoles, une croissance qui est plus rapide que les investissements globaux, mais qui est ça a été souligné dans la présentation d'Augustin, concentrée dans quelques pays. Et puis ce triple choc conjoncturel et structurel en même temps, à la fois la baisse de l'aide publique au développement, la crise au Moyen-Orient qui a des conséquences assez vives, hein, notamment sur les intrants et les questions de commerce. Bien sûr, un troisième choc, hein, au-delà de la baisse de l'APD et de la crise, c'est le choc climatique, les chocs climatiques qui se développent. Et puis enfin, peut-être un dernier point, c'est justement sur les enjeux de financement de l'adaptation. On voit bien que l'agriculture aujourd'hui ne reçoit qu'une partie extrêmement fine des financements d'adaptation, alors qu'elle en concentre les risques majeurs, en particulier sur le continent africain. Sans tarder, et une fois de plus, je vous invite toutes et tous à poser vos questions dans le chat si vous en avez. On va passer à un format de table ronde avec nos 3 experts. Merci encore une fois à Augustin, à Abdoul et Mamadou pour ces présentations introductives. Donc l'idée de cette table ronde, c'est de croiser des regards de décideurs publics. Et donc on est très content d'avoir avec nous Omar Ndiaye, qui est chef de la division production vivrière de la direction de l'agriculture au ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage au Sénégal, et qui au pied levé remplace Mokhtar Ndiaye qui est directeur de l'agriculture et qui a été appelé par son ministre. Donc merci Omar d'être avec nous. On aura aussi le regard d'un acteur du financement, d'un acteur financier, notamment sur les questions de finances mixtes, avec Basile Kandaya, qui est associé senior chez Convergence Blending Global Finance. Donc on discutera de mécanismes innovants. Et puis, on aura aussi, bien sûr,
le regard du planificateur, de la redevabilité, de la mesure, avec Amadi Diop, qui est peut-être le meilleur connaisseur des agendas africains d'investissement dans l'agriculture et de politique agricole, qui a été ancien coordonnateur du processus post-Malabo du PDDAA au sein de la commission de l'Union africaine. Alors peut-être une première réaction, et je vais me tourner vers Omar Ndiaye du ministère de l'Agriculture au Sénégal pour une réaction après cette présentation et plus précisément comment finalement les contraintes de dette, les contraintes de trésorerie, les urgences aussi dans d'autres secteurs, la santé, l'éducation, affectent les budgets agricoles au Sénégal et comment est-ce qu'on défend les investissements dans l'agriculture dans toutes ces priorités, dans toute la concurrence de ces priorités d'action publique. Merci Mathieu et bonjour à tous ceux qui sont présents ici sur ce panel, ce webinaire. J'espère que vous me receviez bien. J'ai activé mon caméra, mais j'espère que je n'aurai pas de soucis de connexion parce que ça fait défaut souvent. On vous entend très bien. Super, merci. Donc, c'est Omar Ndiaye, comme vous l'avez dit, je remplace ou élevé le directeur de l'agriculture, Mokhtar Ndiaye, qui est actuellement retenu dans le cadre d'un conseil interministériel sur la campagne agricole. Donc, c'est une activité qui entre en droite ligne avec ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui parce que c'est le conseil interministériel qui donne le go au ministère de l'Agriculture pour un peu valider le budget de la campagne et permettre au ministère de solliciter les autorisations d'engagement, les couvertures budgétaires pour la campagne de cette année. Donc, pour en revenir un peu à votre question de départ, je pense qu'il est bon de rappeler que le Sénégal, comme beaucoup de pays sahéliens, évolue actuellement dans un environnement budgétaire très contraint. La dette publique, les tensions de trésorerie, les besoins de refinancement, les urgences aussi dans les autres secteurs réduisent de manière mécanique un peu les marges de manœuvre de l'État. Le contexte du Sénégal, vous le savez, qui est un peu particulier, la dette du secteur public a été réévaluée à 132% du PIB. Ce qui complique davantage les choses. Les contraintes budgétaires pour l'agriculture, les effets sont très concrets. Hein. Premièrement, on peut noter que les arbitrages se font souvent dans l'urgence, dans ce contexte de contraintes budgétaires. On manque de visibilité sur les disponibilités de trésorerie qui font qu'on a l'information sur le budget tardivement et tout se fait après dans l'urgence, alors que les activités agricoles ont besoin un peu d'anticipation. Il faut prévoir très tôt les intrants, la logistique, le conseil, l'encadrement avant l'arrivée de l'hivernage, parce que comme vous le savez aussi, nous dépendons beaucoup de la saison des pluies et aucun retard sur la mise en place des intrants. Voilà. Cela implique des retards de semis et peut causer la baisse des rendements au final. Deuxièmement, sur les contraintes de trésorerie, ça peut conduire aussi à privilégier davantage les dépenses immédiates au détriment des investissements structurants. On a tendance à beaucoup plus financer l'achat annuel d'intrants que des infrastructures structurantes pour appuyer durablement la production, comme les infrastructures de stockage, la maîtrise de l'eau, de financer un peu les données à travers la digitalisation, la mécanisation ou l'encadrement agricole, alors que ce sont précisément ces investissements qui réduisent la vulnérabilité à moyen terme. Autre effet concret, je dirais, lorsque c'est lié
au manque de ciblage de ces subventions. Et ça ramène un peu la question des données. Et ce manque de ciblage peut faire perdre une partie de l'efficacité même de l'action publique. Les ressources publiques sont dispersées, les producteurs les plus vulnérables ne sont pas toujours les mieux atteints. Et voilà, l'impact de la productivité reste dans ce cas très, très limité. C'est pourquoi l'enjeu n'est pas seulement de maintenir ou d'augmenter l'effort public, mais de mieux l'orienter sur les producteurs prioritaires, les zones à fort potentiel, sur les chaînes de valeur les plus structurantes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, sur les pratiques d'adaptation pour un peu, dans un contexte de changement climatique, renforcer la résilience de nos systèmes de production. Merci. Pardon, allez-y. Oui, c'était les trois effets concrets que je pouvais souligner. Bon, s'il y a des questions, on pourra revenir sur ça après. Bien sûr, on va revenir sur ces différents éléments et puis on a peut-être aussi des questions qui vont arriver dans le chat, mais peut-être une réaction à Madi Diop, parce que là, on était sur le cas du Sénégal. Est-ce que ces trois constats partagés par Omar Ndiaye, vous les retrouvez dans d'autres pays? Est-ce que c'est structurel à d'autres pays africains? Et finalement, qu'est-ce que le suivi post-Malabo nous a appris de l'évolution de ces contraintes? Peut-être vous pourrez aussi nous dire en quoi est-ce que l'agenda de Kampala vient changer quelque chose et comment est-ce qu'il, disons, re-hiérarchise les priorités. Non, en tout cas, merci beaucoup pour m'avoir invité à participer à ce webinaire que je trouve très important et, comme on dit en anglais, timely. Donc, je vais peut-être faire situer mon intervention dans l'évolution pratiquement de l'agenda du PDDA, qui est le Programme de développement détaillé de l'agriculture en Afrique. Donc, vous vous souvenez qu'en 2003, les chefs d'État ont adopté ce qu'ils appellent l'agenda de Maputo. Qu'est-ce que Maputo nous a apporté? Maputo nous a apporté deux choses. La première chose, c'est d'abord d'avoir deux cibles qui sont l'augmentation de la production, de la productivité, pour pouvoir atteindre nos objectifs en termes de sécurité alimentaire. Mais pour que ces objectifs soient atteints, nous devons allouer 6% de nos dépenses publiques au secteur agricole. Donc ça, c'est Maputo qui nous a apporté ça. Mais la deuxième chose que Maputo nous a apporté aussi, c'est que Maputo a permis au pays de planifier. Donc c'est là où on a commencé à parler des PINIA, des plans nationaux d'investissement agricole. On a commencé à parler des plans régionaux d'investissement agricole. Parce qu'avant, les choses se faisaient de façon un peu désorganisée au niveau national. Donc, Maputo a permis de solidifier la planification et d'aider les pays à planifier et à mieux planifier. Donc, à la fin de Maputo, on avait, je pense, entre 45 et 48 pays qui avaient déjà adopté le processus PDDA. Et, de ces 40 et quelques pays, il y a eu 38, il y avait tout un processus qu'il fallait suivre. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de ces 48 pays, il y a au moins 38 qui ont complété le processus et qui sont partis mobiliser des financements et il y a eu 28 qui ont reçu des financements et qui ont mis en œuvre. Et ça, c'est l'histoire qu'on ne raconte pas souvent. On se focalise plus sur les questions négatives, mais on ne parle pas souvent des 28 ou 30 pays qui ont réussi à avoir des plans solides pour aller mobiliser des fonds. La deuxième chose maintenant, c'est quand Maputo est venu à sa fin, nous sommes entrés dans l'ère de ce que nous avons appelé Malabo. Mais avant d'aller vers Malabo, on s'est dit,
essayons de voir quelles sont les leçons qu'on a apprises de Maputo pour pouvoir mieux faire Malabo. On s'est rendu compte que les plans qui avaient été développés par les pays étaient des instruments importants et essentiels, aussi bien au niveau des pays qu'au niveau des CR, qui sont les communautés économiques régionales du moins. Mais ces plans avec pratiquement un intérêt à financer ça par la dépense publique, c'était pas suffisant. Il fallait amener le secteur privé. Même si, bon, on peut dire de façon très générale, ça n'a pas été une expérience réussie à 100%, mais les leçons apprises démontraient qu'il fallait que le secteur privé aussi soit impliqué. Même ça, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. La leçon qu'on a apprise de Maputo, qui était la plus importante de toutes les leçons, c'est que les plans doivent être arrimés aux budgets nationaux. Si les pays ne font pas un arrimage de ces plans dans leur budget, ça veut dire qu'ils ne priorisent pas et ils ne mettent pas l'argent dedans. Maintenant, il y a eu beaucoup de questions sur la qualité de ces investissements. Bon, les 10%, ça a toujours été un débat pendant les 2 dernières décennies. Est-ce que si un ministère prend les dépenses, par exemple, opérationnelles et dit que ça, c'est des investissements dans l'agriculture, c'est quelque chose de correct ou pas? Bon, anyway, on peut en débattre. Mais ce qui est important, c'est que de Malabo, maintenant de Maputo à Malabo, il y a eu plusieurs choses qui sont passées, hein. La première chose, c'est que déjà, on s'est rendu compte qu'on avait une approche monosectorielle de l'agriculture. On regarde juste les questions de production, productivité. Et d'ailleurs, même pour les présentations que j'ai entendues jusqu'à présent, on parle beaucoup d'intrants, on parle de financement des trucs ruraux, etc., etc., mais on ne parle pas de la chaîne de valeur, on ne parle pas des autres aspects qui sont importants dans le cadre de la mise en œuvre des politiques agricoles. Donc, ce que maintenant Kampala nous apporte, c'est 6 objectifs, c'est 22 cibles et c'est 48 interventions. Et c'est peut-être 272 activités. Et ce que Malabo nous apporte, bon, par rapport à ça, ce qui est important, c'est que pendant les 2 dernières décennies, nous avons des déclarations et quand ces déclarations sont adoptées par les chefs d'État, nous passons à peu près 2 à 3 ans à expliquer au pays qu'est-ce que ces déclarations veulent dire. Maintenant, la différence, c'est que Malabo s'est terminé en décembre 2025, mais Kampala a été adopté en janvier 2025. Pourquoi? Parce que l'Union africaine s'est dite, écoutez, il ne faut pas seulement qu'on développe une déclaration, mais il faut qu'on ait un plan d'action et qu'on développe des instruments de mise en œuvre. Et donc, par rapport aux 2 dernières décennies, nous avons non seulement une déclaration, nous avons un plan d'action et nous avons aussi des outils de mise en œuvre. Donc, nous avons des directives, nous avons ce qu'on appelle un checklist ou un pays ou bien une région pour regarder par rapport aux directives à quel niveau ils sont. Et nous avons aussi un autre outil qui est ce qu'ils appellent un implementation modality, donc des procédures de mise en œuvre de la politique, de la nouvelle politique. Donc, tous ces outils sont là et j'étais très content de suivre un peu les 2 présentations, particulièrement celle de Abdul et celle de Mohamedou. Et particulièrement, je veux faire peut-être un dernier point sur ces 2 présentations. Par exemple, Malabo maintenant, Kampala maintenant, dans la politique de mise en œuvre, a mis en place une séquence d'activités. La première, c'est la mise en place de tout un mécanisme de coordination au niveau national. On est en train de passer d'un système de politique agricole sectorielle à un système multisectoriel. Donc, il y a beaucoup de ministères, beaucoup d'institutions qui sont impliquées dans la mise en œuvre de la politique. Et donc, il faut qu'il y ait une coordination qui soit mise en place. Bien sûr, cette coordination, c'est pas one size fits all, comme on dit en anglais. Au Rwanda, nous avons un truc qui est très décentralisé. Vous partez en Zambie, la coordination est arrimée au niveau de la primature.
Donc, il faut il faut rencontrer les pays là où ils sont et essayer de les aider à avoir une coordination qui réussit. La deuxième chose que Kampala demande, c'est de faire des études analytiques. Donc, après la mise en place de la coordination, c'est de faire des études analytiques. Et donc, ces études analytiques correspondent un peu à la présentation que Mohamedou a faite. Donc, on développe, on fait des états de référence, on analyse un peu la situation du pays, on fait la cartographie de l'ensemble des parties prenantes qui sont impliquées dans le système alimentaire, on fait des scénarios et on essaie de prioriser. La troisième innovation de Kampala, et c'est là où je trouve ça important, c'est au niveau des investissements. Avant, quand on avait les plans d'investissement, c'était juste des déclarations d'intention avec beaucoup de choses c'était presque des fourre-tout, hein, je m'excuse d'utiliser ce terme. Mais maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de prioriser sur la base des études analytiques, d'identifier peut-être des 3 ou 4 projets bancables, ou 5 même, ça peut être un truc par exemple, l'irrigation, un autre truc sur une chaîne de valeur, et un troisième truc sur peut-être des questions de résilience. Donc, développer 3 projets bancables en utilisant le langage du secteur privé. Parce que dans le passé, on parlait juste de 10%, mais maintenant, non seulement on parle de 10%, mais on pense utiliser ces 10% comme des ressources catalytiques pour dérisquer pratiquement l'environnement, mais avec l'idée qu'on essaie aussi de mobiliser 100 milliards de dollars du secteur privé. Donc maintenant, on parle de tout type de financement. Et maintenant, une fois que ces plans bancables sont développés, maintenant, bon, il y a tout un mécanisme, je ne vais pas aller dans les détails. Et maintenant, c'est les problèmes de redevabilité, donc accountability. Dans le passé, on faisait ce qu'on appelait le billard, qui correspond un peu aux outils qu'Augustin a présenté, ou bien Abdul, où on monitore pratiquement, on fait le suivi des différentes dépenses publiques. Mais quand on fait le suivi de la mise en œuvre de Kampala, avant, c'était juste un rapport qu'on appelle le binary review. Mais ce rapport ne permettait pas de réaffiner les politiques publiques, où on apprend de nos insuffisances et on révise nos investissements pour pouvoir adresser ces questions. Donc, laissez-moi peut-être m'arrêter là pour le moment, et peut-être je vais revenir plus en détail au fur et à mesure qu'on avance. Merci. Merci beaucoup, Amady Diop, et merci d'avoir picoré aussi dans les autres présentations. Et en fait, vous m'avez donné quasiment la main vers notre spécialiste du financement mixte, hein, en disant que voilà, ces 10% pouvaient être le catalyseur pour aller chercher des financements privés. Donc, je me tourne vers Basile Kandaya qui nous écoute. Basile qui est en charge au sein de Convergence Blended Finance de ces dossiers et qui est Senior Associate à Convergence Blending Global Finance. Basile, finalement, peut-être vous allez aussi nous partager vos réactions à ce qui a été dit par Amady Diop ou Omar Ndiaye, mais sur le levier de financement innovant, on parle aujourd'hui beaucoup de ces enjeux de financement mixte, de blended finance. Quels sont les mécanismes les plus adaptés aux besoins de transformation qui ont été décrits par Augustin, par Mamadou, par Abdoul et puis bien sûr par Omar depuis le ministère de l'Agriculture du Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce qui fonctionne, de ces instruments et comment est-ce qu'elles changent ces solutions, comment est-ce qu'elles changent la donne et comment est-ce qu'elles ont des impacts? Peut-être aussi en une phrase, nous dire un peu comment fonctionne la blended finance pour celles et ceux qui nous suivent et qui découvrent peut-être ce fonctionnement de financement mixte. All right, thank you so much. Thank you to the organizers of this webinar. Thanks to Farm Foundation, academia, and Atlas colleagues who have already made really insightful presentations on the state of agriculture financing in Africa. And I'm also really pleased to join this panel alongside, other esteemed panelists, Mr. Avec les panélistes très estimés, Monsieur Diop, Monsieur Ndiaye, et merci beaucoup pour votre... In terms of
the specific blending mechanisms that we are seeing that are, most transformative in terms of helping to meet the agri-financing needs within this agri-space. Mostly it's concentrated around credit enhancement instruments. And essentially credit enhancement instruments, they have demonstrated the viability of the agricultural sector and demonstrated the absorptive capacity that lies within this sector. And across the various credit enhancement mechanisms that we've seen, all over the continent, all of these are supported in some way, shape, or form by governments, either through being set up by African governments, or some are also supported by, donor agencies, which is essentially official development assistance that is channeled to enable the unlocking of private capital into the agricultural space. And more specifically, in terms of the different types of credit enhancement instruments that are being used, good example is with the example of guarantees, or even portfolio fast loss covers, or even origination incentives. So all of this essentially coming in as concessional financing and, being provided through public funding or even donor financing, and coming in on concessional terms with the specific aim of unlocking private capital that, usually comes in from financial institutions primarily, and then with the combination of the concessional capital in the form of guarantees, portfolio fast loss covers, or origination incentives. This combined with the private capital coming in from financial institutions then effectively helps to channel financing to the agriculture space, which, as we have seen from the presentations earlier in this webinar, is a critical sector across all African economies, but nonetheless significantly underfunded. And the effect of these credit enhancement instruments is that it helps to reduce the risk perception of financial institutions, especially as related to viewing the opportunity within the agri-SME sector. And it essentially enables financial institutions to provide lines of credit. And in instances where these lines of credit have been provided on the back of credit enhancement instruments, then we have seen there being low non-performance rates. And even in instances where there has been issues with the performance of these loans, there's often a high recovery rate. So in terms of non-performance rates, it's usually in the single digits, anything between 5 to 10%. And, in instances where there's been an issue with non-performance, the recovery rate has usually been ranged anything up to 80%. So overall, this helps to demonstrate this as significant financing opportunity using credit enhancement instruments to effectively channel financing to agriculture. And Matteo, you asked of specific examples where we've seen credit enhancement instruments or credit enhancement arrangements being effectively used. I'll give the example of Aseli Africa, which mainly operates within East Africa. So that's across Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, and in Zambia as well. This organization provides portfolio fast loss cover and origination incentives to banks to help them on lend to agri-SMEs. Another good example is, for Aseli Africa, it's supported by a large group of donor agencies. Another good example is ABI Finance in Uganda, which was initially set up with support from the government of Denmark. And
this entity, again, specifically focusing on agri-SMEs, and provides lines of credit and guarantees as well. Another example, sort of like a sister organization to ABI Finance in Uganda. Another example is RDF, the Rural Development Fund in Ghana, and Past Trust in Tanzania, both set up similar to the entity in Uganda with support from the government of Denmark. So all of those have been entities that have been supported with, donor agency support, which is essentially aid money that's channeled through programmatic approaches to help unlock financing to the agriculture sector. But nonetheless, African governments are also, demonstrating their capabilities in terms of channeling financing and unlocking financing that goes into the agriculture space. A good example in this instance is GERSAL in Ghana, which is a government agency that's been essentially set up to unlock private capital to mainly from financial institutions to agriculture. And so they provide guarantees. And, as I've mentioned, it's fully funded and fully supported by the government of Ghana. A similar type of organization is NIRSAL in Nigeria as well, fully funded by the government and primarily mandated to provide guarantees to financial institutions that then enable them to on lend to agriculture. Now, in addition to credit enhancement, one other thing that we've seen being very effective in terms of enabling flow of financing to agriculture is the use of technical assistance. And the technical assistance is often paired to the credit enhancement instruments. And the technical assistance is often targeted to banks because we recognize, especially given the significant financing gap and banks not nearly lending enough to agriculture, there's a significant capacity gap on the bank side in terms of them being able to design products that match the financing needs and even cash flow cycles of agricultural SMEs, because we recognize that most businesses within various agricultural value chains, they have seasonality, and even if they are dealing with commodities, they have specific cash flow cycles that then would require them to have access to products that match these cash flow cycles and also take into account the seasonality cycles that these businesses operate within. And so technical assistance to banks to enable them design suitable products that match these financing needs and the cash flow cycles have been really effective. And for all the examples that I had given so far across Asili Africa, ABI Finance, RDF, Past Trust in Tanzania, and the entities in Ghana and Nigeria, all of these entities, in addition to their credit enhancement, they all have technical assistance support that is directed to financial institutions to, again, enable them to design products that match the needs and cash flow cycles of agricultural enterprises. And so what we've seen is that through the combination of technical assistance and credit enhancement, this has enabled banks to be able to source quality businesses and enable them to manage the origination, the underwriting, and the loan portfolio monitoring processes that then, enable them to gradually increase their exposure to the agricultural sector as a whole. And I think what we increasingly are advocating for is the increased the scale up of these credit enhancement instruments that then enables banks in totality to have an overall view of what the performance looks like within the agricultural sector, and hopefully transition us to a point where banks can be able to
channel financing to the agricultural sector without even the need for these credit enhancement instruments. So I'll pause there and hopefully, remain available to add more to these contributions. Thank you. Merci beaucoup, Basile, pour ces éclairages très intéressants et très pertinents, surtout avec l'utilisation d'exemples concrets de programmes de financement mixtes et surtout d'avoir presque déjà répondu à une question que je vous aurais adressée sur les questions de réduire les risques, notamment avec les garanties, avec l'assistance technique. Et les exemples que vous avez donnés sont notamment ciblés sur les petites et moyennes entreprises agricoles de première transformation agroalimentaire, ce qui sont vraiment des acteurs aussi très importants. Comme on est sur des financements mixtes, publics et privés, je me retourne vers vous, Omar Ndiaye, depuis le ministère de l'Agriculture au Sénégal. De votre point de vue, étant donné l'ambition aussi du programme lancé par le ministère de l'Agriculture et par la République du Sénégal autour de la souveraineté alimentaire, quels sont le rôle que peuvent jouer les financements publics? Comment est-ce que vous envisagez ces partenariats autour du financement mixte, notamment autour de la question des biens communs, puisque je sais que vous avez été très engagé sur les questions climatiques. Et puis une autre question, c'est que ces instruments dont Basile a parlé, ils supposent des capacités institutionnelles, des données, aussi une ingénierie financière, donc un vrai investissement pour la puissance publique, pour les politiques publiques. Est-ce que les pays africains et le Sénégal, et peut-être Amady Diop nous dira pour les autres pays, est-ce que le Sénégal est prêt et s'engage aussi dans cette direction? Oui, Mathieu, merci beaucoup. Bon, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation du panel sur la finance mixte. Bon, il y a 3 questions sur lesquelles je vais revenir très rapidement. Par rapport à la finance mixte, bon, les objectifs sont réalistes à court terme pour les États. Je peux dire que c'est réaliste, mais c'est à condition de ne pas chercher à tout faire en même temps. Comme l'a dit mon prédécesseur, la finance mixte demande effectivement des données fiables, des projets bancables, des garanties, des mécanismes de partage des risques et une bonne coordination institutionnelle. Pour un pays comme le Sénégal, par exemple, l'enjeu est de commencer par des instruments simples, ciblés, très démonstratifs, sur des chaînes de valeur prioritaires. Comme le riz, le maïs, depuis 2 ans, on a un programme dénommé le grenier du maïs qui a l'objectif de faire baisser les importations de maïs au Sénégal. Comme vous le savez, le maïs est très utilisé dans l'alimentation du bétail et dans la transformation agro-industrielle par les provendiers. Et c'est plus de 450 000 tonnes de maïs qui sont importées chaque année. Et l'objectif d'ici 2-3 ans, c'est de faire baisser ces importations de 20%. Donc, cela demande une coordination, une orchestration entre les organisations de producteurs, les banques, l'assurance agricole, les usines de transformation, pour que des contrats de production et de vente soient signés même avant la production. Et cela contribue à sécuriser, à limiter les risques au niveau des banques et à faciliter un peu le financement de la production. Au Sénégal aussi, on a développé un programme sur les coopératives agricoles communautaires, un programme de développement de coopératives agricoles qui va permettre aussi de régler quelques points, difficultés liées surtout à la dispersion de la production. Ces coopératives vont faciliter le regroupement de la production, faciliter l'accès au crédit et organiser aussi les achats groupés afin de sécuriser tous les débouchés et les marchés. On ne le dira pas aussi, il y a des enjeux relatifs aux données. Parce que les banques, les assurances, les partenaires financiers ont besoin d'une base d'informations solide qui les permette d'avoir une visibilité sur
les actions à faire sur le court et le moyen terme. Et sans cette base de données que la digitalisation va permettre de régler, il sera difficile d'atteindre ces objectifs. Par rapport au rôle des services publics pour attirer le privé, je pense qu'il est important d'aborder cette question sans penser à comment dirait une socialisation des pertes. L'État ne doit ne doit pas forcément devenir le garant de dernière instance du secteur privé. Le rôle, ce sera pas de remplacer le secteur privé, ni de garantir tous les risques, mais de corriger au besoin les défaillances de marché, de réduire les risques systémiques et d'orienter véritablement les investissements vers les priorités nationales. Dans un premier temps, il s'agira pour l'État de jouer un rôle de préparation. Cela consistera à financer les infrastructures structurantes qui vont appuyer les chaînes de valeur, de financer la recherche variétale en ce qui concerne les semences pour l'adaptation au changement climatique, la structuration et l'organisation aussi des producteurs. Ensuite, il s'agira pour l'État de veiller à la réduction des risques à travers des garanties partielles, la promotion de l'assurance indicielle, mais aussi le développement d'outils pour accéder à la formation climatique, mais aussi surtout sur les marchés. Ensuite, un rôle d'orientation stratégique, et c'est d'abord ce que l'État doit faire en premier, orienter les investissements vers les filières stratégiques, où on adresse directement la problématique de l'emploi des jeunes, de l'accès aux femmes, aux fonciers, la territorialisation de l'adaptation même, et les pratiques agricoles durables. Je pense la dernière question, c'était un peu sur le dispositif institutionnel, si j'ai bien capté. Oui, c'est ça, mais je pense que vous avez à peu près répondu à ces éléments. Si vous voulez bien, je vais me tourner vers Amady Diop, peut-être pour que vous puissiez réagir aussi, parce que la réponse de Omar Ndiaye a été très précise sur le cas du Sénégal, avec les mécanismes, les outils. Amady Diop, vous nous avez invité à réfléchir justement à cette utilisation des 10% pour aller attirer des financements privés à un moment où il y a des très fortes contraintes sur les budgets. Comment est-ce qu'au niveau continental, cette question du financement mixte, elle est appropriée par les États? Est-ce que vous avez aussi des exemples peut-être à partager celles et ceux qui nous suivent, qui sont de Madagascar, du Ghana, du Burkina, un peu partout en Afrique, le regard continental sur cette question? Ah, votre micro est coupé. Excusez-moi, j'avais mis mon micro était fermé. Non, merci Mathieu, merci Omar pour cette présentation, cette question. Bon, je pense que au niveau de Kampala, ce qui se fait au Sénégal n'est pas différent de ce qui se fait au niveau continental. Donc, Kampala a permis d'avoir une évolution entre Maputo et Malabo, en allant au-delà des 10%, mais en essayant aussi maintenant d'amener le secteur privé à investir dans l'agriculture. Il y a, je pense, un élément dans la stratégie de Kampala. Et bon, moi j'étais le coordinateur du processus pendant une année. J'ai appuyé le processus pratiquement depuis le début jusqu'à la déclaration de Kampala. Mais il y a des choses que je connais du document que j'entends très rarement
être présenté ou être discuté dans beaucoup de forums. Et un des éléments, c'est une recommandation à l'Union africaine de mettre en place ce qu'ils appellent un business council. Et le business council, en principe, l'idée, c'est que ce business council va permettre de réunir des gens du secteur privé et d'interagir avec les décideurs publics et de voir comment ce secteur privé peut investir dans l'agriculture. À l'heure actuelle, le secteur privé est en train d'investir dans l'agriculture. J'étais il y a une semaine à Banjul pour participer pour participer à une réunion organisée par la CEDEAO sur l'élaboration de leur prochaine politique agricole qui sera en phase avec Kampala. Et dans le cadre de discussions que nous avons eues là-bas, il y a eu une soumission qui a été faite par le secteur privé. Et pour parler de son rôle pratiquement dans la prochaine, au niveau de la prochaine décennie, de mise en œuvre de la politique agricole au niveau de la région. Ce qui est ressorti de leur présentation était assez surprenant. 80 à 90% de ce qui se fait en termes de commerce intra-régional au niveau de l'Afrique de l'Ouest est fait de façon informelle. Et donc, cet argent qui vient du secteur privé, parce que les exploitants agricoles, c'est les plus gros investisseurs dans le domaine de l'agriculture, ce n'est pas capturé dans les dépenses publiques, ce n'est pas capturé dans les statistiques parce que c'est fait de façon informelle. Et donc ça force un peu certains des chiffres qu'on présente un peu dans beaucoup de réunions pour dire, bon voilà, il n'y a pas d'investissement dans le secteur agricole, etc., etc. Et il y en a, mais il y a beaucoup qui échappent aux statistiques nationales. Et quand on regarde, par exemple, le commerce intra-régional, ce qui est capturé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est 20%. C'est-à-dire quand on dit que les pays sont en train de faire et ce qui est intéressant, c'est que l'un des objectifs de la politique agricole de l'Union africaine, c'est de dire qu'on va essayer de tripler le commerce intra-régional. Comment on peut tripler le commerce intra-régional si nous avons ces problèmes-là? Un autre problème que j'aime souvent mentionner, c'est l'avènement de ce qu'on appelle la zone de libre-échange en Afrique. En principe, cette zone de libre-échange devrait libéraliser le commerce, enlever les barrières tarifaires et permettre aussi au secteur privé d'être beaucoup plus présent parce qu'il y a moins d'engouement et de distraction. Mais quand on regarde maintenant cette politique-là, quand les pays se sont engagés dans ce qu'ils appellent le FCTA, il y a eu trois problèmes. Le premier, c'est que les gens qui ont sélectionné les produits sur lesquels on va libéraliser les produits, c'était les ministres du Plan et de Commerce, et souvent pas en concertation avec le ministre de l'Agriculture. La deuxième chose qui s'est passée, c'est de dire on va sélectionner les produits sur lesquels on va libéraliser, on va enlever les tarifs barrières tout de suite. La deuxième catégorie, c'est de dire, on va sélectionner des produits sur lesquels on va libéraliser sur une décennie. Et la troisième catégorie de produits, c'est de dire ces produits ne font pas l'objet de libéralisation et sont protégés. Et imaginez que la majorité des produits agricoles ne font pas partie de la libération de ce qu'ils appellent les FCTA. Ils sont protégés parce que c'est des petits exploitants agricoles qui ont un droit de vote et ça crée des problèmes. Mais pour revenir à la question que vous avez posée, qui était la question sur l'évolution et la hiérarchisation des priorités, les priorités sont pratiquement les mêmes. Quand vous regardez les objectifs stratégiques de Kampala, ils ne sont pas trop différents des autres objectifs. L'innovation, c'est on part d'un système monosectoriel à un système multisectoriel sur une approche full system. Mais les pays encore qui font bien, c'est des pays qui ont des mécanismes de coordination très solides et qui ont aussi un arbitrage qui est arrimé sur les dépenses publiques. Un pays, par exemple, je donne un exemple très spécifique, le Mali. Quand vous regardez la revue biennale sur les 10 dernières années,
le Mali est un pays qui progresse chaque année. Et ça surprend les gens. Ça surprend tout le temps les gens, mais qu'est-ce que le Mali fait qui est spécial, qui fait que il progresse au niveau de la mise en œuvre de politique agricole. Même s'ils n'ont pas les 10%, il progresse. Ce que le Mali fait, c'est qu'il y a un arbitrage qui se fait au niveau de la présidence. Quand les gens font le plan, ils décident là où on met les intrants comme, ou bien là où on met les priorités comme Omar a mentionné au Sénégal. La présidence maintenant prend une décision exécutoire d'allouer les ressources là où il faut pour la mise en œuvre. Donc, tant que les pays ne mettent pas de l'argent, Dr Mike m'a toujours dit que si tu veux regarder la priorité du pays, il faut aller regarder le budget. Si dans le budget, vous ne voyez pas de l'argent qui est mis dans les dépenses d'investissement, pas dans les dépenses pour les opérations du ministère, mais dans les investissements, dans les intrants, dans les chaînes de valeur, dans l'accès au marché, dans la résilience, dans l'infrastructure, etc., vous n'êtes pas en train d'appuyer le financement. Donc, Kampala a apporté beaucoup d'innovation et la grande innovation de mon point de vue, c'est le fait qu'on maintient les 10% comme ressource catalytique, qu'on essaie de mobiliser 100 milliards de dollars sur les 10 ans au niveau du secteur privé, mais aussi qu'on cherche tous les types de financement, hein, pas seulement les financements, les financements du secteur privé, même les financements philanthropiques. Toutes sortes de financements est bienvenu. Dans le passé, on se focalisait juste sur les dépenses publiques. Maintenant, on dit que les dépenses publiques, c'est pas suffisant. Il faut aussi attirer les autres. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Bon, je sais on a une contrainte de temps. Je peux encore parler de ça pendant des heures et des heures. Je vais m'arrêter là et Merci, oui. Merci beaucoup Amady Diop pour ces éléments très très informatifs. On arrive presque au terme de notre webinaire et parce que on a tous des agendas contraints, on va essayer de respecter l'heure qui a été indiquée. Mais je voudrais poser une dernière question à Basile Kendaya, notamment me faire le relais d'une des questions qui a été posée dans le chat. Mais avant ça, je voudrais quand même vous poser la question de finalement on a un enjeu à ce que sur de la finance mixte, donc de la blended finance, que ce soit les producteurs qui soient ciblés, qui soient touchés, hein, les PME agroalimentaires dont on a parlé tout à l'heure, les territoires ruraux, pour répondre à un objectif qui est la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, hein, pas forcément l'autonomie, mais qu'on ait bien sûr une augmentation de la production et pas que finalement ces financements mixtes aillent vers des filières d'exportation où on sait que dans certains cas, la valeur ajoutée ne reste pas sur le territoire. Donc, une première question, comment est-ce qu'on peut s'assurer de ça? Et puis, une question très pratique de la part du chat qui arrive, c'est que finalement, quelles seraient les caractéristiques clés pour un pays pour qu'il puisse attirer de manière avec du succès hein, ces financements mixtes. Quelle est la recette magique que vous pouvez partager, Basile, à la fin de ce webinaire? Thank you, Matteo. So to the first question in terms of how can we mobilize financing that targets smallholder farmers and the smaller agri enterprises in rural areas, I think you're right. Most of the financing that we've seen so far is sort of targeted towards the large agri exporters that tend to attract larger ticket sizes, and not nearly enough goes to the smaller enterprises, which you may argue there's an absorptive capacity. But I think what we again have seen from where we sit is the microfinance institutions and SACCOs and cooperatives, which essentially aggregate produce from these smallholder farmers. They tend to be most effective in terms of channels where financing can be targeted that then, in the long run, reaches the smallholder farmers. There's also the emergence of fintechs or neobanks, which are essentially entities that are
adopting alternative credit scoring mechanisms that typically would be suitable for this sort of groups. Now, as Convergence, we have supported 2 entities that I think would be good examples in terms of financial structuring approaches that target rural areas or even smallholder farmers. The first example of an entity that we've given a grant to is an entity called Adopes, which is essentially a fund that is taking a micro-leasing approach. And by micro-leasing, I mean it's a fund structure. They obviously source for financing from various LPs and then allocate capital through microfinance institutions, through SACCOs and cooperatives. And the use of proceeds for this financing that is targeted towards these entities is essentially to enable for it to be on lend to rural households to enable them to acquire productive use assets. So this can be, for example, an irrigation kit or a cooling kit for a farmer to cool their produce and ensure that they lengthen the shelf life. So that's a good example of financial of an investment vehicle that we've supported that is targeting rural households. And then another example of an entity that we've supported for Adopes, it's focused on East Africa. Another example is Emata, focused on Uganda. And Emata is essentially an agri-fintech. And with them, they are setting up themselves as a specialized climate smart agri funder. And so they provide, small ticket sizes to agri SMEs and to small agricultural enterprises and smallholder farmers. And, layered on top of that is they adopt alternative credit scoring mechanisms that essentially enables them to target smallholder farmers. Now, together, these 2 examples that I've given, they sort of showcase the potential for what I'd call non-banking financial institutions to be better suited to target farmers and even small agri SMEs, given that they have the flexibility and the agility to develop alternative credit scoring mechanisms, which some of the larger commercial banks or even larger financial institutions may not have that flexibility to develop these types of credit scoring mechanisms. And, the beauty with this is that these alternative credit scoring mechanisms enables them to target borrowers who, A, do not have an extensive credit history, or even the second bit being they don't have formal contracts that, typically would be collateralized for them to access lines of credit. To the second question in terms of what you've highlighted, or rather in terms of the recipe that, different governments can take into account in terms of being able to mobilize capital and utilizing blended finance mechanisms. We've actually done research on this and developed a framework, which we call the Strategic Blended Finance Framework, which essentially provides a guideline or a playbook for different governments to intervene on the market development side, on the policy side, on pipeline development side, so that and we've categorized this across 6 pillars. I'm happy to share the report before we wrap up this. And this essentially provides a play-by-play, sort of framework that different governments can adopt and embed blended finance strategies into their broader private capital mobilization strategies. So I'm happy to share that, and I remain available for any person who would like to follow up and learn more about this separately. Thank you.
Merci beaucoup, Basil. C'était vraiment extrêmement clair et compréhensible. Et n'hésitez pas à mettre dans la conversation les liens vers ce cadre dont vous avez parlé, ou même les rapports et les études. Alors, on arrive au terme de notre webinaire. Il était prévu que on soit rejoint pour la fin de cette séquence par le docteur Ibrahim Hassan Mayaki, qui est ancien Premier ministre et envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires. Malheureusement, une contrainte d'agenda l'a conduit à devoir annuler sa présence, mais il travaille de manière très rapprochée avec Amady Diop, hasard ou chance pour nous. Et donc, je propose que Amady, vraiment en quelques minutes, 2-3 minutes, vous puissiez nous dire quels sont les éléments clés qui vous ont marqué dans cette discussion, et peut-être nous inviter, nous aussi, Farm, Atlas et Academia 2063, à continuer à travailler, à quels axes nous devrions, sur lesquels nous devrions prolonger nos réflexions. Et donc, je vous laisse avec Amady Diop pour ces mots de conclusion. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à nos 3 institutions, à nos réseaux sociaux, et vous retrouverez l'essentiel et l'ensemble des contributions, ce webinaire, et puis une synthèse bientôt à venir de ce webinaire. Amady Diop, à vous la parole pour les propos de conclusion. Non, merci Mathieu. En tout cas, félicitations à l'ensemble des participants et aussi à l'ensemble des panélistes pour cette conversation très riche. Donc, je vais essayer d'utiliser le style de Dr. Maeki en essayant de peut-être partager avec vous 4 messages clés que j'ai retenus. Le premier message, c'est que le véritable défi n'est pas seulement le volume de ressources, mais la capacité de transformer les priorités agricoles en investissements crédibles et exécutables. Et donc, je peux vous donner une illustration. Par exemple, le cas du Rwanda montre que malgré le fait que les ressources publiques soient très limitées, le pays a obtenu des résultats vraiment remarquables en matière d'investissement agricole grâce à une forte coordination interministérielle. Et j'insiste encore là-dessus, sur les questions de coordination interministérielle. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que Kampala, dans le cadre de la mise en œuvre de Kampala, on commence par les questions de gouvernance. Donc, mettre en place les bons mécanismes de gouvernance. Le deuxième message que je voudrais partager, c'est un message sur les investissements. Donc, Kampala permet de transformer les plans agricoles en plateforme nationale d'investissement capable d'attirer les financements publics et privés. J'ai déjà parlé du fait que les 10%, c'est des investissements catalytiques, mais il faut mobiliser 100 milliards de dollars au niveau privé. Et donc, ici, en cas d'illustration, c'est que quand on prend le Ghana a développé ce qu'on appelle un Agriculture Investment Guide. Donc, c'est des directives pour permettre au secteur privé, pour permettre de suivre les investissements du secteur privé dans le secteur agricole au Ghana. Donc, ce Ghana Incentive-Based Agriculture Financing, qu'ils appellent SKIM, permet de mieux préparer les investissements, de réduire les risques pour les investisseurs. Et cette approche déjà montre que quand les investissements sont bien structurés, ils deviennent beaucoup plus attractifs pour les banques et les investisseurs privés. Donc, c'est exactement cette philosophie-là que la nouvelle génération des plans de développement agricole veulent pousser. Le troisième message que je retiens de la discussion, c'est que Kampala ne demande pas seulement d'investir davantage dans l'agriculture. Il invite à reconnaître les systèmes agroalimentaires comme un levier de développement économique. Donc, pour ça, on peut prendre l'exemple de l'Éthiopie. Par exemple, l'Éthiopie a progressivement démontré qu'en intégrant les investissements agricoles dans la stratégie nationale de transformation, l'agriculture cesse d'être perçue comme un simple poste de dépense, mais est devenue un moteur de croissance, d'industrialisation, de création d'emplois, etc. Donc, cette logique intersectorielle, c'est cette logique intersectorielle-là que Kampala maintenant essaye de généraliser. Le dernier point, c'est que les leçons que nous avons apprises de Maputo et de Malabo
et n'est qu'un bon suivi et ne consiste pas seulement à mesurer les résultats, mais à utiliser ces résultats pour améliorer les politiques, les investissements, etc. Et donc, juste pour illustration, donc le processus de révision de la politique agricole de la CEDEAO a montré que l'exercice d'un bilan approfondi avant de définir la nouvelle stratégie. Donc, la CEDEAO est en train de faire le bilan de ce qui s'est passé pendant les 2 dernières décennies. Et la CEDEAO est en train d'utiliser ce travail pour pouvoir identifier ses priorités pour la prochaine décennie. Donc, en conclusion, faire des plans nationaux ou les plans régionaux, nouvelle génération, bien sûr, en cohérence avec Kampala, des plateformes véritables d'investissement. Ce n'est plus juste une liste d'intentions, mais c'est une liste de projets qui sont bancables, sur lesquels on peut mettre de l'argent. Donc, utiliser juste les ressources publiques, comme j'ai beaucoup insisté là-dessus, comme levier pour mobiliser davantage les financements privés, les financements climatiques, parce que si je pense que la question avait un peu été abordée par Augustin, et aussi des financements concessionnels. Renforcer la gouvernance pour la redevabilité, la qualité et la préparation. Donc ici, on peut regarder un peu le programme que la Banque africaine de développement avait mis en place, qu'on appelle le TAT, Technology for African Agriculture Transformation, qui montre que les investissements bien organisés autour de programmes structurés, fondés sur des technologies éprouvées, des partenariats solides, etc., peuvent être déployés rapidement à grande échelle et attirer des financements. Donc le succès de Kampala ne sera pas mesuré par le nombre de nouveaux engagements pris, mais par notre capacité collective à transformer vraiment nos engagements en investissements de qualité, produisant des résultats tangibles pour des producteurs, pour les entreprises agroalimentaires et les consommateurs africains. Donc, je vous remercie et je m'arrête là. Merci beaucoup, merci à toutes et merci à tous, merci à nos intervenants pour s'être mobilisés et à vous qui nous suivez depuis le Bénin, le Ghana, Madagascar, la France, un petit peu partout dans le monde et en Afrique. À très bientôt et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À très bientôt. Thank you, bye-bye.